Bienvenue comment dire, cet échange un peu thématique entre nous sur les primo-accédants qui ont peut-être plus de difficultés que d'autres à décrocher, en tout cas la première mission. C'est la plus importante et la plus compliquée, on le sait tous. Et primo-accédant, ça ne veut pas dire seulement ceux qui n'ont pas encore réalisé de mission, mais même aussi ceux qui en ont réalisé une ou deux. Ils débutent dans le métier. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'échanger entre nous sur vos problématiques de primo-accédant dans la recherche de vos missions, dans la visibilité que vous souhaitez donner aux enjeux que vous traitez. Voilà, d'où l'idée de cet échange entre nous, sans intervenant extérieur, entre abonnés du cercle qui étaient disponibles et que le sujet intéressait. Voilà. Allez, écoutez, je vais simplement ouvrir le bal en vous montrant un petit, comment dire, un petit slide que je vous ai préparé. On va commencer par un petit sondage pour qu'on sache bien quelle est la proportion quand même des jeunes qui démarrent dans l'activité et la proportion des plus anciens. Et puis, écoutez, vous mettrez sur la table vos questionnements, vos difficultés, que ce soit, j'ai mis ça à titre indicatif, mais dans l'approche des cabinets ou des entreprises de management de transition, dans la prospection directe des entreprises. On sait bien que 50% du marché se trouve en direct, mais on sait très bien aussi que c'est un sujet qui est souvent mal travaillé, négligé par les managers de transition ou parce qu'il y a de l'appréhension, parce qu'il y a des difficultés, donc on va en parler. Et puis, quelles actions mener pour gagner en visibilité, pour justement vous désinhiber face à la prospection pour ceux qui le sont. Quelles actions mener pour impacter, voilà. Et puis aussi, quels arguments avancer. C'est Jean-Philippe Borrellet qui m'a envoyé un petit mot il y a quelques jours sur ses questionnements, mais justement, quel argument avancer pour, quand on est primo-accédant, pour convaincre les cabinets. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de démarrer par un petit sondage qui va apparaître sur l'écran. C'est une seule question. On ne fait pas compliqué. Le voilà. Vous avez la possibilité de nous dire si vous avez exercé aucune mission, une ou deux, un peu plus, encore un peu plus et bien plus. Voilà, n'hésitez pas, comme ça, on se rend compte de qui est primo-accédant, enfin, quelle est la proportion de ceux d'entre nous qui le sont. Voilà, écoutez, pour ceux qui viennent de se connecter, vous avez le sondage à l'écran, n'hésitez pas à le renseigner. On va clore le sondage et donc les résultats. Allez, je mets fin au sondage et je partage à l'écran les infos. Donc, vous voyez que, aucune mission, voire une ou deux, ça nous fait 77% de l'Assemblée. Et donc, on a par différence 23% de personnes qui vont aussi donner leur avis et peut-être vous conseiller et répondre à vos questions sur la façon de pénétrer ce marché au mieux. Voilà, on a donc quand même 2 personnes là qui ont plus de 10 missions. J'arrête le partage. Voilà. Qui sont-elles, les 2 personnes qui ont plus de 10 missions là, si elles peuvent se manifester? Ah bah oui, Michel Ballon, Joseph, bien sûr. Michel, et puis? Joseph Broker. Ah oui, là, très bien, Joseph en bas. Là, ouais. Ok, très bien, nickel. Bon, bah écoutez, qui veut démarrer, qui veut se lancer? Peut-être Jean-Philippe Brelet qui m'a envoyé un mail il y a quelques jours avec quelques petites questions là, très pertinentes. Oui, alors il faut que je revienne sur mes questions là. Ou d'autres, allez-y. L'idée, c'est justement
d'échanger sur les difficultés que vous avez et comment on peut vous éclairer ou vous donner des petits coups de pouce ou des idées. Prenez la parole, n'hésitez pas. Alors, je me propose de prendre la parole. Très bien, c'est toujours le plus compliqué de démarrer. Tout à fait. Merci Christelle. J'ai pour l'habitude de prendre la parole souvent parce que ça permet que tout le monde se sente à l'aise. En tout cas, bonsoir à tous. Pour ma part, en fait, j'ai ces 3 dernières années trouvé mes clients en direct, Ouais. par réseau. Donc, bon, pas mal de facilité quand même. Donc, je suis pas dans... j'étais pas dans un contexte classique, on va dire. Je pense que c'était facilité. Mais maintenant que j'ai envie effectivement de faire moins de... Enfin, j'ai pas envie de faire de commercial concrètement. Et j'ai envie en fait d'étendre voilà, le champ des possibles en termes de mission. Ouais. Eh bien, mes premiers contacts avec les entreprises de management de transition m'ont fait remonter et observer que quand on parle effectivement de fourchette de TJM, eh bien, ma référence à moi, c'est ce que j'ai forcément facturé auprès de mes clients directs. Et j'ai senti qu'il y a un décalage avec ce qui est attendu pour ma fonction de directrice financière pour une entreprise de management de transition. Donc, je ne suis pas totalement dans les clous et j'aurais aimé qu'au moins ce soit pas comment appréhender ce sujet du TJM à communiquer à une entreprise de management de transition. Au cabinet de management de transition, absolument. D'accord. Est-ce que d'autres ont ce même sujet, peuvent compléter par leur propre interrogation sur ça, sur le TJM justement? Moi, bonsoir à tous. Moi, j'ai un retour. Alors, aucune mission à mon effectif, pas mal de démarchages. J'ai été un peu me faire référencer un petit peu partout. Oui. Et là, tout dernièrement, j'ai une mission, a priori, qui rend très bien au niveau du profil, au niveau des attentes et autres, mais sur lequel, moi, j'ai annoncé un TJM qui était quelque chose que j'avais revalidé avec tous les cabinets, donc un petit peu différent du sujet de Christelle. Mais en fait, il s'est avéré qu'il était trop haut. À pas grand-chose, hein. On était à moins de 100 € de différence. Et donc, du coup, a priori, ce qui a fait et c'était un peu trop tard de revenir à la suite en disant, bah oui, je suis prêt à 80 € de moins. Donc, en gros, ça m'est passé sous le nez pour moins d'une centaine d'euros sur le TJM. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, alors, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Il y a peut-être d'autres raisons, parce que j'avais pas de Oui. mission, donc il y a peut-être d'autres choses qui m'ont pas été dites. Mais clairement, le fait d'avoir été trop fort, trop haut au départ, et peut-être de ne pas avoir posé la question d'une autre manière en disant, mais quel est votre budget, ou enfin, quelle est l'attente, plutôt que moi arriver directement avec un chiffre, et puis du coup, derrière, me faire un peu D'accord. Et ça, c'était challenger. c'était pour une première mission, c'est ça? C'est pour une première mission, ouais. Oui, d'accord. Direction des opérations, supply chain. Oui, oui. Pour reprendre le sujet un peu entre les deux, moi, comme je suis totalement primo-accédante dans le cadre d'une management de transition avec un cabinet et un portage, même si j'ai fait déjà 2 missions, mais c'était en direct et par réseau, donc ça n'a rien à voir. Oui. Et là, je me confronte à différents intervenants et à différents process et surtout des habitudes. Et là, en l'occurrence, moi, j'ai déjà mon cabinet de management de transition qui a déjà décidé de négocier mon TJM, alors même que on ne l'a pas présenté au client. Et elle m'a déjà préparé à que j'ai besoin de baisser le mien. Alors que j'avais entendu, moi je suis partie de temps en temps de la commission management de transition du réseau Odino, et souvent ils annoncent leur taux. Et moi je suis plutôt en bas de la fourchette. Donc voilà, elle est déjà partie sur de la négociation alors même qu'elle ne l'a pas annoncé au client. Donc pareil, je ne sais pas trop dans quelle mesure je vais pouvoir avoir mon mot à dire ou pas. Et là aussi, c'est pour une première mission, Séverine, ou pas? C'est une première mission avec un management de transition, une société de portage, avec tout le team, quoi. Parce qu'avant, j'étais par réseau et que je connaissais directement, et ça s'est transformé en CDD ou voilà. Mais c'était des missions. D'accord, d'accord. Alors, il y a d'ailleurs, pour donner un petit éclairage sur ça, et les autres compléteront, mais sur le site du Cercle, vous trouverez dans une rubrique qui s'appelle TJM d'ailleurs, tout un jeu de slides qu'on a bâti il y a 1 an et demi avec
on était 35 en ligne, comme ce soir, pour résister à la tendance baissière des TJM, qu'on observait beaucoup il y a 1 an et demi, presque 2 ans, oui. Et donc, vous y trouverez plein d'idées pour résister à la tendance baissière. Bon, ça, c'est une première chose que je voulais dire. Et d'autre part, alors, tendance baissière qui est moins vraie aujourd'hui qu'il y a 2 ans, hein, parce qu'il y a plus de… La demande a repris et il y a entre guillemets moins de managers de transition disponibles. Mais bon. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que on dit souvent que pour une première mission, à la fois il ne faut pas brader son TJM, mais à la fois il faut savoir être souple pour pouvoir décrocher sa première mission et se faire sa première référence. Donc il faut pouvoir, je pense, émettre un TJM qui est le sien et avec lequel on est confortable en termes de positionnement. Il faut pouvoir aussi peut-être le baisser pour choper une première mission. Mais il faut, je pense aussi, sur le long terme, résister à des pratiques qui, quelquefois, sont systématiques de la part de cabinets. Et là, ce que dit, comment dire, Séverine, c'est qu'avant même d'avoir présenté le TJM au client, alors peut-être que le consultant avait une idée du TJM pour la mission en question, mais voilà, je pense qu'il faut résister à la baisse, évidemment. Facile à dire, hein, mais… Est-ce qu'il y a un certain nombre de paramètres quand même sur lesquels on peut avoir une considération? Je pense à, on n'est pas forcément sur le même secteur d'activité que celui dans lequel on a exercé pendant un nombre non négligeable d'années. Donc, du coup, c'est forcément un facteur où on se dit, bon, alors, c'est compliqué de parler de légitimité parce que face à la mission, on a une légitimité plus sur la forme et le reste. Mais voilà, est-ce qu'il y a des paramètres comme ça qui peuvent être j'en sais rien, des effets de distance ou de pays dans lesquels on n'aurait pas travaillé ou de secteurs d'activité dans lesquels on est un peu plus nouveau ou qui ne sont pas directement connectés. Et du coup, on se dit, bon, bah, OK, c'est logique avec tous ces paramètres-là que j'abaisse de, je sais pas, 10, 20, 30%. Mais, moi, j'ai quelques idées, mais ou alors on prend complètement différemment, on se dit c'est la taille du client qui nous est présenté et donc du coup l'idée de son budget, en tout cas j'allais dire son ampleur ou son amplitude en termes de clients, oui. Qui nous fait dire bon voilà, un acteur mondial de tel type d'industrie est tout à fait capable de rentrer dans ce que je demande, quoi. Oui, oui. Ça c'est vrai, ça peut se négocier entre guillemets en tête à tête avec le cabinet de management de transition en lui disant ben voilà, mon TJM est habituel, il est de 1000 par exemple. Voilà, c'est un grand compte, semble-t-il, d'après ce que vous me dites. OK, hein. Ce que je vous propose, c'est que, parce qu'il doit être en mesure, si c'est une grosse boîte mondiale, peut-être en mesure d'absorber 1003 ou 1004. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'ensemble, on essaie de décrocher ça, ce 1003 ou ce 1004. Voilà. Mais quel est l'avis des 2 seniors là, qui ont plus de 10 missions et il y avait 4-5 personnes aussi qui avaient environ 5 missions de mémoire. Oui, Joseph ici. Oui. Bon, c'est très simple. Très simple. Oui, c'est simple et pas simple. Ma première mission, j'ai démarré à 650 jours. Et chaque nouvelle demande, j'ai augmenté avec 100 €. Oui. Aujourd'hui, je me trouve donc à présenter à des EMT qui sont leaders dans le marché, des missions où je demande 1002, 1003, 1004 selon la taille d'entreprise et la mission en face. Oui. Donc, c'est progressif. Et deuxième chose, je constate quand même aujourd'hui, il y a tellement de pression et plus de EMT dans le marché, donc il y a une pression énorme sur les TJM. Bon, et après, ça reste un process de vente. Hein, donc, dans un process de vente, on propose un TJM aux valeurs laquelle on doit être soi-même, qu'on pense doit être. Et après, c'est un process de vente, une discussion avec le partenaire EMT ou en direct, c'est un négo avec le client. Bon, le plus important, c'est mon côté, comment j'avance. Je questionne quel est le budget des clients, qu'est-ce qu'il veut réaliser, qu'est-ce qu'il veut optimiser. Moi, je travaille dans le marché immobilier entreprise. Donc, mes missions, si c'est surtout des missions sur cost cutting, ils ont un impact énorme financièrement sur le client. Ouais. Donc, c'est des arguments que j'avance pour négocier un TGM.
OK. Est-ce qu'il y a d'autres remarques là-dessus sur la façon de caler son TJM pour une première mission et surtout de faire en sorte de la gagner, cette mission, évidemment. Je peux apporter Bien sûr. ma propre petite expérience. Je n'ai fait qu'une mission. Hein. Bonsoir à tous. Ce qui s'est passé dans le cadre de ma première mission, c'est que en cours de mission, mon TJM n'a pas été révisé, mais la commission prise par le cabinet de management de transition a été revue à la baisse. Hein, c'est toujours une discussion tripartite, en fait, hein, puisqu'il y a le client, le cabinet de management de transition, si on n'est pas passé en direct, et puis bien évidemment le manager. Et à la demande du client, effectivement, c'est plutôt le cabinet de management de transition qui fera un effort plutôt que le manager. Hein. Okay. Et ça, c'était à l'occasion du renouvellement de la durée de mission, c'est ça? C'était une mission de… Non, c'était même avant. Okay. C'était même avant, hein, puisque l'entreprise connaissait quelques difficultés, effectivement, financières. Ouais. Et voilà, ils étaient bien obligés de récupérer ce qu'ils pouvaient à gauche et à droite. Ouais. Et dans le même temps, ils avaient besoin que je termine la mission. Donc voilà, c'est des discussions entre le président, le cabinet, et puis moi. Et puis généralement, j'ai déjà eu d'autres discussions de ce genre. Oui. Et en anticipation, et généralement, les réponses que j'ai eues, c'est que le premier pas sera fait par le cabinet de management de transition. Hein. D'accord. Oui. Ben, je pense à un moment donné, quand il y a une pression qui est donnée par le client ou par le manager de transition, lors du renouvellement, par exemple, le cabinet a intérêt il vaut mieux baisser sa com de 20% ou 30% que de ne rien avoir. Que de plus rien avoir et de terminer la mission, bien sûr. Oui. Bien sûr. Est-ce qu'il existe un barème par métier, par exemple? Est-ce que les directeurs financiers sont plutôt entre tel et tel? Est-ce qu'il y a un niveau d'expérience derrière associé à un TJM aussi? Est-ce que c'est par secteur, par âge, par expérience? Ben, je vais laisser aussi les autres répondre, mais il y avait Robert Walters qui a publié une étude, qui publie d'ailleurs chaque année une étude, mais qui est européenne de mémoire, et qui est un peu compliqué à transposer en France parce que voilà. Et puis c'est tellement dépendant, je pense aussi à la fois de l'expérience et des clients, comme on le disait tout à l'heure, et de la fonction. Enfin, je veux dire, c'est vrai que directeur financier, on peut être directeur financier ça peut être une PME, une grosse PME française qui cherche ou ça peut être comment dire, une entreprise de taille mondiale, internationale, qui cherche un directeur financier Europe. Voilà. Et donc, les études communes sur les fonctions sont un peu compliquées, je trouve, à exploiter, quoi. Oui, puis je vais me permettre d'intervenir parce que je suis dans la finance. Donc, Ouais. Et j'ai eu 5 missions. Ce que j'ai vu, déjà, il faut bien choisir son cabinet de management de transition quelque part si on a la possibilité de le faire. Ouais. Parce qu'il y en a qui margent à 50% sur votre dos. Ouais. Les plus connus, j'ai rien contre Valtus, mais bon, voilà, ils font beaucoup de marge. Donc, si on a la possibilité déjà de passer par des réseaux que l'on sait être raisonnables en termes de commission, ça permet de mieux se placer. Et puis souvent, le discours en dehors de la taille de l'entreprise, l'intérêt de la mission, etc., est souvent un discours différencié suivant la durée de la mission. Oui, c'est vrai. Donc, en gros, ce que je dis, c'est une mission de moins de 6 mois, ben, c'est le tarif fort, hein, normal. À plus de 6 mois, je commence un peu à lâcher du lest. Et puis, j'ai une mission de 3 ans. Bon, il y avait un taux qui était relativement faible par rapport au taux que je pratique habituellement, mais parce qu'elle était longue.
Voilà. Et donc, souvent, quand on me pose la question du TJM, je demande clairement, c'est à combien que vous voulez facturer votre client. Ouais. Et ensuite, lorsque le cabinet a la gentillesse de me répondre, parce que la plupart du temps, ils ne répondent pas, mais lorsqu'il a la gentillesse de me répondre, ben, j'adapte en fonction en appliquant une commission de 20%. Voilà. Dans votre chiffre, vous laissez 20% au cabinet. Oui. Ouais. Ouais, parce que c'est le maximum qu'il puisse avoir. Après, je sais qu'il y a toujours une phase de négociation. Vous savez, Ouais. déjà, il faut que le CV passe. Il faut que le client ait acheté finalement. Hein, et une fois qu'il a acheté, il y a une phase de négociation. Et c'est bizarre, mais il y a toujours une négociation sur le TJM. Et le cabinet revient avec vous en disant, ah, c'est un peu difficile, il va falloir un peu faire un petit effort, cher ami. Et à ce moment-là, ben, je leur demande de couper la poire en deux. Ouais. Ouais. Mais dès le départ, j'ai intégré le fait qu'ils allaient. En fait, pour moi, généralement, c'est du 15% chez le cabinet. Et comme au départ, j'ai cadré sur 20%, voilà, généralement, il y a 10% de négociation qui arrive à la fin. 15%, c'est pas cher, hein. Il y a très peu de cabinets qui Ouais. pratiquent du 15%. Ouais, mais je passe pas mal par manager en mission, c'est pour ça. OK. Voilà. Oui, mais je sais oui, que c'est un des moins chers, voilà. C'est aussi ce qui leur permet peut-être aussi de gagner en part de marché, j'ai l'impression. Mais voilà, bon, c'est vrai que la taille de l'entreprise compte, mais bon, il faut pas. Oui, j'ai candidaté à un moment donné sur une mission que je n'ai pas eue, mais j'étais plutôt bon en TJM. C'était une mission d'une entreprise de luxe en Italie, vous voyez, Milan, etc. Donc, bon, je me disais, ils en ont sous la pédale. Donc, j'étais allé directement sur les taux les plus élevés. Donc, ça posait pas problème, mais quand même, on a été deux shortlistés. Il a fallu négocier à la fin. Hein, Ouais, ouais. et l'histoire des grandes entreprises qui peuvent payer, dans le contexte actuel, je pense que avec l'inflation et voilà, le contexte macroéconomique actuel, c'est de plus en plus difficile de trouver une entreprise qui ne va pas tirer vers le bas les TJM. Hein. Et puis, il y a aussi des seuils psychologiques. Hein. Sur le long terme, moi, j'ai remarqué que dans le secteur de la direction financière, dès qu'on est sur une mission à plus d'un an, on discute, ben, il y a le prix psychologique de 1000 par jour, il existe. Ouais, je pense aussi. Ouais, bien sûr. Ouais, voilà. Donc là, il faut, voilà. OK. Voilà. Il y a Patrick Petitjean qui. Alors, une autre question. Oui, pardon. Non, vas-y. Oui, Patrick Petitjean posait une question dans le chat, mais il va la poser en direct, là. Il est où, Patrick? Oui, bonjour à tous. Oui, moi, je débute dans le métier, donc j'ai fait une première mission en tant que consultant, mais en revanche, j'ai pas encore avancé sur une mission à travers un EMT. Oui. Et la question que je me pose, j'ai compris qu'en règle générale, il y a 3 candidats en shortlist qui sont proposés au client final. Dans cette phase de négociation, est-ce que le TJM affiché par l'EMT est forcément identique pour les 3 candidats, ou dans l'hypothèse où un manager ne souhaite pas revoir à la baisse son taux, est-ce qu'il peut y avoir des taux différenciés? Bonne question. Et, Oui, parce que c'est la marge du. tout à fait, mais enfin, les autres me confirment, enfin, me contrediront si nécessaire, mais non, 3 candidats présentés peuvent avoir un TJM différent. D'accord. Non, mais non. Et alors, chaque fois, évidemment, le MT rajoute sa marge sur les 3. Proportionnellement, ça fait toujours 3 tarifs différents pour le client final. D'accord. OK. Je ne sais pas, les autres qui ont l'habitude aussi de ça peuvent. Oui, j'ai cette expérience aussi qu'un EMT propose 2 ou 3 candidates avec des TGM différents. Oui. D'accord. OK. Et puis, moi, ça souvent, me. les EMT sont concurrentes. Hein,
faut pas oublier ça, hein. Moi, je me suis retrouvé souvent en concurrence avec des gens issus d'autres EMT. Oui. Et donc, la marge de l'EMT joue en défaveur de certains candidats. Bien sûr. Oui. OK. Sur le TJM, je voulais d'autres questions sur le TJM peut-être avant qu'on Oui, passe peut-être Pardon? sur la composition du TGM, c'est-à-dire que sur la composition du TGM, Oui. on annonce facilement un montant, mais en réalité, il faut la façon de le construire. Ça serait intéressant aussi de comprendre comment on le construit. Il y en a qui m'ont parlé, quel était votre salaire annuel, mais ils ne prennent pas en compte mes primes. Il y en a d'autres qui disent, si, on va tout prendre. Ouais. Il y en a qui me parlent du nombre de jours auxquels ça correspond, si c'est 19 jours ou 20 jours par mois. Oui. Effectivement, ça ne fait pas le même salaire. Donc, Oui. on a beau définir un TGM, c'est comment on le construit et comment on le construit au mieux. Il y en a qui me parlent de 10% de congés payés à intégrer en plus. Il y en a qui disent que c'est déjà inclus. Ouais. Donc, bref, pour y voir un peu clair sur la construction du TGM, et après, effectivement, qu'est-ce que ça couvre exactement, parce qu'il y en a qui mettent des frais en dehors, on peut faire des frais supplémentaires ou parfois il faut les inclure, enfin bref. Oui. Allez-y, ceux qui veulent répondre là. Lâchez-vous. Moi, mon TGM, tout est compris sauf déplacement professionnel. Donc, ça comprend tout. Oui. Moi, je me base sur un X nombre de jours. Il faut chercher un peu sur Internet. On trouve des tarifs consulting, on trouve des tarifs management de transition. Vous avez tout à l'heure, il y a des études qu'on trouve facilement sur Internet. Oui. Il ne faut pas oublier, un TJM, ce n'est pas un salaire. Et il faut le vendre aussi comme ça au MT. C'est les honoraires. Donc, il faut partir de ce point-là et après trouver la case dans laquelle on tombe suite à des études qu'on trouve sur le marché. Oui, parce qu'on me dit parfois qu'il faut que je prévoie déjà d'intégrer des primes de précarité, etc., etc. Tout est compris. Moi, je travaille en indépendant, donc Oui. je suis entrepreneur. Donc, c'est une autre formule comme portage salarial. Mais portage salarial, voilà, il y a des autres formules. Là, ouais, mais moi, je pars du principe que TGM est tout compris sauf déplacement professionnel. Voilà, les déplacements professionnels sont, c'est très courant. Enfin, je veux dire, là, sur les déplacements, pas les dépassements, mais les déplacements professionnels, frais d'hôtellerie ou de résidence, on va dire, et trajet, il est très courant et c'est monnaie courante de les considérer à la charge de l'entreprise, de le proposer comme tel. Et quand on habite dans la même région, on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas de ces frais-là. Mais c'est En souvent. effet. Quand on parle de frais de déplacement, vous parlez de frais de déplacement dans le cadre de la mission. Oui. On aurait besoin Oui. d'aller voir une filiale, par exemple. Vous parlez des frais de déplacement qui sont inhérents au fait que la mission, elle est loin de chez nous. Oui, Bon, il y a deux cas. Il y a deux cas. Donc, Île-de-France, pour moi, tout est compris. J'habite Île-de-France. Ouais. Mais si je dois faire une mission à Marseille, évidemment, il y a des hébergements. D'accord. Donc, ces frais, ou je me mets d'accord avec les clients que je le facture une à lui, ou je l'intègre dans mon TGM. Ça veut dire mon TGM, il monte. Oui. Bien sûr. Ok, merci. Ouais. J'en profite pour vous rappeler, attendez, je fais un partage d'écran, c'est ici, que en tant qu'abonné, vous avez à disposition tous ces services sur le site du Cercle. Vous en avez un qui s'appelle TJM, ici, je clique dessus, et vous avez un petit outil qui est super bien, qui est développé par Shine, que vous avez là, Shine, vous cliquez là. C'est une néobanque qui a développé un outil qui est le plus le plus fin, je trouve, pour déterminer son TJM. Alors, où vous partez de votre salaire brut annuel. Voilà, allez, 100 000, on va faire un chiffre rond là, tac, 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 j'y approche, voilà, 100 200. Ça vous donne un TJM, mais surtout, il faut modifier les paramètres. Et c'est là où c'est intéressant. Vous considérez que vous travaillez normalement 5 jours par semaine. Vous considérez que si vous étiez salarié, vous auriez eu 25 jours de vacances ou allez, vous en voulez 50 des jours et du coup, ça augmente mécaniquement le TJM, vous le voyez. Ou vous décidez de pratiquer un TJM sans, évidemment,
sans considérer ça et vous travaillerez, quoi qu'il en soit, vos 6 mois à plein temps, sans vacances. Voilà, donc ça vous fait un… Voilà. Le temps non facturé, c'est aussi un critère qui peut être… qui peut varier. Et puis les frais professionnels dont on parlait, qui seraient à votre charge, là, pour le coup, dans ce mode de calcul-là, hein, eh bien, vous le faites varier également. Voilà, c'est un petit outil qui est très sympa, très utile et assez précis. Ouais. François, ça c'est un TGM facturé client, on est bien d'accord. Ah, ça, c'est… Non, ça, vous décidez avec ça de… Ce que je perçois moi en tant que TGM. Oui, c'est le TGM Ok. que vous allez annoncer à l'EMT, au cabinet, ou que vous allez, si vous traitez en direct, annoncer à l'entreprise cliente finale. Et Voilà. Et en sachant que si vous présentez en ayant calculé votre TJM sur la base de votre ancienne rémunération brute annuelle avec vos primes, etc., et voilà, vous avez à partir de votre brut annuel un équivalent TJM. Après, vous décidez de le baisser, de l'augmenter et de le proposer tel quel aux entreprises clientes finales que vous prospectez en direct, ou de le baisser un peu parce qu'il y aura ou de ne pas le baisser du tout, hein, parce que vous le proposerez tel quel aussi à des cabinets. Vous, si vous avez besoin de ça pour financer, on va dire, votre train de vie, eh ben, c'est un TJM à présenter à l'EMT, quoi. François, l'outil prend en compte l'intermission? Non, l'outil, non. L'outil, le 100 000 que j'ai sélectionné tout à l'heure, c'est du 100 000 brut annuel. Plein temps. Plein Bah, temps. Quand on peut rajouter les congés, à la limite, Oui, tu rajoutes des congés, donc Oui. voilà. Voilà. Si tu penses que pendant 3 mois, tu ne bosses pas, tu rajoutes 3 mois de congés. Et du coup, Absolument. là, ça fait la… Ouais. Il faut vraiment faire sa propre évaluation et déterminer sa propre valeur dans le marché. Hein, on sait très bien à quel niveau on a travaillé et on pourrait travailler. Moi, je trouve aussi, je pars aussi d'un principe, un manager de transition un peu respectable, il ne travaille pas en dessous de 900 € au jour. Hein. Donc, c'est aussi garder une certaine valeur dans le marché pour ce métier, je veux dire. Je suis d'accord avec ça parce que ça peut être suspicieux de présenter, pour peut-être rebondir là sur les dernières phrases, ça peut être suspicieux à la fois de présenter un TJM trop bas, qui n'est pas en accord avec le marché et la fonction sur laquelle on se positionne. Comme ça peut être aussi un piège de présenter un TJM beaucoup trop haut et automatiquement de se faire écarter du processus de recrutement, entre guillemets. En effet. C'est très piégeux cette affaire de TJM là. Alors peut-être qu'on a commencé en attaquant sur cette question qui finalement est précise. Moi, j'aurais bien aimé qu'on réponde à une des 4 questions que j'avais adressées à François, là, qui est quelles sont les actions que l'on peut mener pour décrocher sa première mission. Action autre que tout ce que nous connaissons déjà, que j'ai qualifié de basique. Bon, c'est simple et pas simple. Tu prends la liste avec toutes les entreprises management transition et tu commences à chercher les associés sur LinkedIn et tu commences à rendre en contact avec eux en direct. Ça, c'est ce que j'ai fait. Voilà, en disant et proposer un rendez-vous d'entretien de simple faire connaissance. C'est très basique, hein, mais c'est ça qui marche. Ouais. Et ça, c'est via les EMT. Et pour les entreprises, c'est pareil. Hein. Donc, moi, j'identifie les entreprises pour lesquelles je veux travailler. Je cherche sur Internet, sur LinkedIn, qui est le CEO, le DAF, le DRH, et j'essaie de rentrer en contact. Et est-ce que cette approche directe avec des entreprises que toi, tu as sélectionnées, bien sûr, est-ce que c'est quelque chose comment c'est reçu et perçu de la part des entreprises et est-ce que ça fonctionne vraiment? Tu as les deux. C'est comme toute démarche commerciale. Hein. Donc, tu as des gens qui sont intéressés, qui ne connaissent pas le management de transition, qui demandent 2-3 explications.
Mais tu as aussi des gens qui disent bon, ça ne m'intéresse pas, mais veuillez me plus contacter, s'il vous plaît. Donc ça marche et ça ne marche pas. Mais c'est comme toute démarche commerciale. C'est aussi comme toute démarche commerciale, il faut augmenter le nombre de leads. Donc le nombre de leads veut donc dire le nombre de contacts avec des entreprises ou des ENT. C'est une question de volume. Hein. C'est une question de volume. Je comprends bien. Je suis désolé, mais quand moi je suis en intermission, en fait, je travaille toute la journée que sur la relationnelle et envoyer les petits messages à gauche, à droite. C'est prise de contact, relancer des contacts, renouveler des contacts avec des gens avec qui j'ai en contact avant des missions, etc. C'est très chronophage, mais c'est comme ça. Je n'ai pas d'autre méthode. Oui, je ne suis pas surpris de ta réponse, mais… Je suis désolé. Bon, après un moment, on se fait référencer. Ça, c'est par contre, parce que je fais pas mal de missions et aussi des missions récurrentes avec des EMT. Après un moment, on se fait référencer chez un EMT. Et souvent, quand on travaille avec le même associé, quand il a la même problématique chez un autre client, il te consulte, il t'appelle. Il dit, Joseph, est-ce que tu es dispo? J'ai un client qui… bon, je suis dispo, oui, on organise un rendez-vous. Non, je ne suis pas dispo. Est-ce qu'on organise quand même un rendez-vous pour faire une explication aux clients, parce que tu les aides aussi dans le démarchage commercial et les EMT, si tu te rends quand même disponible pour ce genre de rendez-vous, ou je suis dispo et je me positionne. Voilà. Mais le plus dur reste, enfin c'est mon expérience pour le moment, le plus dur c'est une fois référencé par les cabinets et peut-être auprès de certains clients en direct, le plus dur, c'est de mettre le premier pas dans une première mission. En effet, toquer à la porte, réseautage. Donc, il y a Amberg, j'ai dû comprendre, François, qui organise une petite soirée prochaine semaine, je crois, ou dans 2 semaines. Non, dans 4 jours, jeudi soir. Là, dans 4 jours, pardon. Il faut que je regarde mon agenda. Donc, voilà, c'est chronophage, mais c'est comme ça. Ouais. Et sur des soirées, par exemple, dans 4 jours, voilà, il y a des autres managers de transition. C'est toujours plus facile d'approcher un EMT à 2, de démarrer une conversation. Donc, moi, je suis preneur. S'il y a des gens qui veulent que je les introduise chez des EMT qui sont présentes, voilà, pas de souci. Donc, il faut s'aider aussi entre nous. OK. Donc, Joseph sera présent, pour ceux que ça intéresse, jeudi soir à l'apéro au cocktail dînatoire en barque. Et qui est prévu à 19h30. Donc, rendez-vous avec lui à 20h au coin du bar. Voilà, très bien. Bière à la main, voilà, c'est la façon de le repérer. Pourquoi pas, ça peut être aussi une aide qui se révélerait efficace, bien sûr. Hein. Oui, bien oui. Christelle a levé la main pour intervenir. Oui, j'essaie de lever la main parce que… Allez-y. Je voulais… on se verra jeudi, Joseph, mais en tout cas, je voulais rebondir sur la démarche de dire qu'on contacte pour avoir un rendez-vous avec un associé. Comment faites-vous quand, par exemple, vous êtes face à Valtus, qui a de nombreux associés, pour finalement approcher le bon associé par rapport à son expertise? Bonjour, monsieur Yves Maigret. Je vois sur LinkedIn, vous êtes associé chez Valtus. Moi, je suis manager de transition. J'aimerais bien rentrer en contact avec l'associé chez vous qui s'occupe des relations avec les DAF pour vos clients. C'est qui chez vous? Avec qui vous pouvez me mettre en relation? Tu contactes n'importe quel… Alors, je me permets de tutoyer, mais c'est avec tout le respect, hein, Joseph. Oui, je t'en prie. Non, mais je t'en prie, pas de souci. Quand tu rentres en contact, effectivement, en fait, tu prends n'importe lequel, mais le but, c'est de connaître qui saura… en fait, mettre en valeur ton expertise. Oui, voilà. Et de temps en temps, je tombe sur le bon associé direct. Voilà. Parce qu'on voit quand même leur profil sur les sites Internet. Oui, on en voit, des fois. Voilà. Donc, après, même si c'est l'associé qui est responsable pour placer les DAF, on va dire comme ça, qui ne répond pas, vous asseyez-vous un autre coin, vous prenez un autre associé. Ouais, l'idée, c'est de rentrer et décrocher un rendez-vous. Oui. Ouais. Chez Valtus, c'est un petit peu particulier parce qu'ils sont très nombreux, vous le savez. Ils ont une vingtaine d'associés de mémoire. Et ils ont toute une équipe dédiée aux relations avec les managers de transition pour bien sélectionner et qualifier les personnes. Et donc, j'ai d'ailleurs reçu un message de Philippe Soulier il y a 10 jours qui me demande de moins mettre en avant les associés, mais de plus mettre en avant les personnes qui font partie les talent managers. Les talent managers, j'avais oublié le nom. Et là,
sur leur site de mémoire et sur le site du Cercle aussi, les talent managers, alors il y a peut-être quelques profils. Il y a les deux. Ouais, voilà, il faut les deux. vraiment d'abord aussi contacter les talent managers. Oui, en effet. Mais ça, c'est l'information, si vous permettez, ça, c'est l'information qu'on trouve sur leur site Internet. Hein. Oui, oui, oui. Et si je puis me permettre, j'ai connu Philippe Soupier quand ils étaient deux, lui et Florence Villemin. Oui. Et là, il m'a répondu, je l'ai vu il y a 6 mois au téléphone, il m'a dit, de toute manière, maintenant, tout passe par notre plateforme informatique. Ouais. Ouais. Moi, mon expérience sur le référencement n'a pas été compliquée, que ce soit pour trouver les gens ou les bonnes personnes dans mon métier lié aux opérations. Je m'étais même fait un listing Excel parce qu'à un moment donné, ils m'ont tous reçu en me disant oui, votre profil, votre machin, ça nous intéresse. C'est pas ceux aujourd'hui, enfin là, ça date déjà il y a un mois et demi, peut-être un peu plus de mois. Les 4 ou 5 derniers qui m'ont appelé sont plutôt des tout petits cabinets. Oui. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a EMT, EMT? Est-ce que pour une première mission, il faut compter sur un gros mastodon ou est-ce qu'il faut… Enfin, voilà, je ne sais pas s'il y a une stratégie. Moi, ça se fait un peu naturellement. Les plus gros m'ont tous dit on vous inscrit sur la liste. Hein. Il y en a certains qui étaient très contents. J'ai senti que le fait d'avoir fait HEC, d'avoir un exec MBA, j'avais l'impression de rentrer dans l'écurie en disant tiens, on n'a pas un cheval avec marqué HEC dessus, donc ça nous intéresse. Mais ceux finalement qui sont les plus mordants et les plus enfin voilà, qui me donnent un retour plus intéressant sur ce que je veux faire ou sur ce que me propose, sont plutôt des petits. En tout cas, des noms beaucoup moins connus que les 10 premiers. Quoi. Ok. Oui, mais pour l'instant, j'ai rien décroché. Hein, donc, les petits et les moyens, ils ont les dents qui poussent, comme on dit, et ils veulent capter des profils. Les gros sont plus intéressés par les gros profils. Moi, j'ai fait ma première mission chez Valtus et ce n'était pas un profil ni de direction générale, ni de DAF, ni tous ces postes très codires là. Et j'en ai fait une et derrière, j'en ai enchaîné 2 d'affilée en plus. Quoi. Donc, moi, je ne néglige aucune EMT. Oui, dans quel domaine, c'est intéressant de le savoir, dans quel domaine, quel type de mission? C'était une direction d'une agence chez Suez Offense, une petite agence de 70 personnes. Ok. Après, l'occasion peut faire le larron, hein, bien sûr. Hein. Oui. Non, mais je suis d'accord avec ce que vous dites là, parce que voilà, dans mes premières missions, il y avait aussi Valtus, mais après, j'ai eu aussi des autres. Le but, c'est de décrocher les missions. Donc, si c'est les petites ou les grands, en fait, si je peux m'exprimer comme ça, comme hollandais, hein, parce que hollandais, je m'en fous. L'idée, c'est que je rentre en contact. L'idée, c'est que j'ai les rendez-vous. L'idée, c'est que je décroche des missions. Après un moment, quand on commence à faire plusieurs missions avec des EMT comme Valtus ou Delville et des autres, là, on commence à être référencé après un moment. Donc, automatiquement, un associé avec on travaille, il a le réflexe de tout de suite regarder dans son vivier qui est disponible. Donc, ça, c'est logique, mais ça, c'est un travail de relationnel. Mais tous les nouveaux EMT que je ne connais pas, ben, j'avance. Je m'en fous si c'est un petit ou un grand. L'idée, c'est de décrocher une mission. Ouais. Comme ça, j'ai eu une mission via un peu tout petit EMT que j'ai même aidé à développer cette partie EMT chez eux parce que voilà, ils n'arrivaient pas. Donc, l'idée, c'est décrocher les missions ou les rendez-vous d'abord. Je suis d'accord avec ça. Moi, il ne faut pas trop regarder, ni être trop difficile, ni trop regarder dans le détail. Il faut foncer, quoi. Et ne pas avoir peur. Hein. Chaque rendez-vous, c'est un entraînement. Il faut le voir comme un entraînement. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Et après un moment, on devient très bon. Hein. Est-ce qu'il faut privilégier les rendez-vous en présentiel? Pardon, j'ai levé la main, mais s'il faut la baisser, le lever pour me faire voir. Ah, Ovidio, je ne t'avais pas vu. Allez, bon, désolé. Okay. Allez, Ovidio. J'ai 3 petits sujets. D'abord, une question très triviale. Comme je viens d'une culture différente, j'ose quand même demander, comme on est une petite famille, on garde la même confidentialité sur les TJM comme on garde d'habitude sur les salaires, ou comme on est entre nous, on peut se dire oui, mais
voilà, pour une première mission, j'ai dû accepter, je peux être le premier à le dire, 750 de TGM parce que Valtus m'a fait un calcul à la grosse qui ne respectait quasiment pas la grille que tu nous as montré, François. Donc voilà, déjà, j'ai annoncé déjà mon premier TGM. Et pour développer juste un peu, ils m'ont fait un calcul qui m'a un peu dégoûté, mais bon, j'ai accepté, comme vous le dites, pour décrocher ma première mission. Ils m'ont dit, ben, vous étiez à quel niveau de brut? Ben, 100 000. Ben, alors 100 000, ça vous fait 750 de TGM. Bien entendu, je me suis laissé entuber avec plaisir pour décrocher cette mission, tout en sachant qu'il n'a pas pris du tout en compte l'intermission, qui est très bien pris en compte par le petit logiciel que tu nous as montré, François. Donc, je peux lancer la question, vous répondez ou pas, je comprendrai aussi par la silence, est-ce qu'on peut annoncer les TGM ou non? Je passe au deuxième point, une réponse qui, je pense, n'a pas été donnée à M. Petitjean. J'ai perdu son prénom. Juste pour vous annoncer de ma petite expérience que les EMT, de ce que j'ai pu comprendre entre les lignes, ils peuvent proposer des TJM différents. Donc ça, ne me demandez pas comment je l'ai su. Donc pour un même poste, peut-être aussi jugeant les gabarits des candidats, ils peuvent proposer plusieurs TGM. Au moins, dans mon cas, ça a été fait. Et maintenant, la question, parce que je me suis inscrit pour avoir une question, sur les annonces, même celle du cercle. Des fois, c'est marqué poste, mission, machin, TGM 1000, mission, machin, TGM 1200. Comment vous faites, vous qui avez plus d'expérience? Est-ce qu'on fait de l'enchère inversée? Est-ce que Joseph, qui est très expérimenté, il va dire, mais moi, je vais au taquet 1000, et puis Victoria da Silva, qui a moins d'expérience, excuse-moi Victoria, je fais référence à toi, mais je vais faire baisser les enchères, je vais dire 800. Moi, Ovidio, qui est vraiment besoin de travailler, je vais dire 700 parce que demain, je vais voir mes allocations pour l'emploi arrêté. Quelle est votre expérience? Quel est votre conseil? Merci de m'avoir supporté si longtemps. Avec plaisir, Ovidio, avec plaisir. Pour répondre sur les annonces, et notamment celles qui sont publiées sur le cercle et où le TJM apparaît, et il y a un tiers des missions où la moitié peut-être où le TJM apparaît, et donc l'autre moitié où ce n'est pas indiqué. Mais quand le TJM apparaît, qu'il est indiqué à 1000 par exemple, tu peux essayer de te vendre 1050 ou 1100, mais dans la mesure où le cabinet publie 1000, il s'attend à avoir des candidats qui acceptent le 1000, quoi. Mais tout le monde va accepter le 1000 et puis les sélections vont se faire sur d'autres critères. C'était ça la question. Ou on va désespérément surenchérer en négatif, ça veut dire annoncer 800 pour 1000 annoncés par an. D'accord. C'était une question, pardon. Oui, quand même. Ouais. Oui, donc, si je comprends bien, la question, c'est si ça affichait, si les MT affichent un TGM, que je réagis avec un TGM au-dessous, c'est là qui est affiché? En dessous, pour casser les prix. C'est ça la question, oui. Est-ce qu'il y a l'habitude de casser les prix? Non, parce que déjà, quand il affiche, c'est son minimum affiché. Hein? Donc, et si ce n'est pas mon minimum et le poste m'intéresse, je vais envoyer un petit mini CV. Je vais dire, écoute, je pense qu'on ne va pas faire affaire parce que le TGM que vous annoncez, ce n'est pas mon TGM. Par contre, je vous envoie mon mini CV pour être référencé chez vous. Est-ce qu'on peut déclencher un rendez-vous pour, etc., etc., etc. Mais je ne veux pas aller en dessous, non. En fait, j'ai déterminé mon propre TGM minimum. Et s'il est en dessous, et c'est un EMT, je ne connais pas et j'aimerais bien rentrer en relation, j'utilise cette annonce pour rentrer en contact avec le MT, mais je ne vais jamais en dessous ce qu'il déjà propose, non. Ça donne une réponse à votre question? Merci, oui, ça répond à ma question. Merci bien. Mais c'est que moi qui réponds, donc il y a les autres, non? Enfin, allez, laissons parler les autres, en effet, oui. Ouais. Ceux qui ont un peu d'expérience, là, votre réaction là-dessus? Répondre avec un TJM moindre que celui annoncé dans le…
Moi, je suis de l'avis de… Je pense qu'il ne faut pas, s'il y a 900 ou 1000, il ne faut pas le baisser, quoi. Non. Je rejoins parce que de toute manière, ça va apparaître comme une démarche marchand tapis et de non-compétence. Oui, puis je pense qu'il faut aussi avoir une vision plus haute du fait que nous ne sommes pas si nombreux que ça, managers de transition, sur un marché français. Oui. Donc, on n'a pas d'intérêt de tirer les prix vers le bas. Oui. C'est tous nous tirer vers le bas, Ouais, c'est vrai, tôt ou tard. Donc, quelque part, il y a un prix de marché. Je pense que de toute façon, les prestations de managers de transition sont quand même des prestations impactantes et haut de gamme par rapport à ce que l'on laisse dans l'entreprise. Et je pense que vraiment renforcer cet ADN, surtout que ça reste un marché quand même assez… enfin, il n'est pas mature en France, le management de transition. On n'a vraiment pas intérêt, quand on voit un TJM affiché, à se mettre en bas. Pas du tout. Alors, moi, ce que je réponds… Et après, on passera la parole à Séverine, je pense, c'est ça Ah, pardon. À Victoria, pardon, à Victoria. Ce que je réponds en général, ça dépend aussi de la mission. C'est-à-dire que pour une mission d'intérim management, je vais dire pépère, je peux avoir un taux pour une entreprise, puisque c'est un peu ma spécialité, une entreprise en difficulté qui demande de bosser, je ne vais pas dire 24/24, je vais avoir un autre taux. Ok, très bien, merci. On va passer par la Victoria et puis après, ou à l'occasion de l'intervention de Victoria, on va changer de sujet. Là, on est sur TJM presque depuis le début. Ouais. On va varier. C'était Victoria. pas sur le TJM, justement. Je crois que, enfin, en tout cas, moi, j'intègre bien que c'est par rapport à ces critères à soi. Et puis aussi, c'est de la négo. Et la négo, bon, ben voilà, après, on pourrait faire une formation, mais ce n'est pas le sujet. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi l'intervention de Joseph sur le plan d'action qu'il faut faire pour pouvoir décrocher sa première mission. J'en ai noté quelques pépites. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse aujourd'hui. C'est bon, parce que le TJM, c'est important, effectivement, mais c'est assez personnel aussi. Même s'il y a une fourchette le marché, la fourchette, elle est assez connue, quoi. Après, dans cette fourchette-là, on s'installe ou pas, on accepte ou pas. Moi, ce que j'aimerais vraiment repartir, c'est avec vraiment la réassurance de comment trouver sa première mission, et ensuite comment réussir sa première mission, parce que la trouver c'est bien, la réussir c'est encore mieux, mais voilà, c'est surtout ça. Donc j'ai noté quelques trucs, faire des contacts sur LinkedIn, ce que j'ai déjà fait. J'ai contacté suite à une conférence que vous aviez fait avec le Cercle, j'avais fait la connaissance d'une EMT. J'ai contacté le patron qui m'a fait recontacter par un directeur de mission. Donc, on a fait une visio, puis de visio, je me dis justement, rentrer en contact avec ces cabinets, c'est quoi? Rester en relation, c'est quoi? C'est les contacter régulièrement? C'est aller les voir en présentiel? Ou une visio, ça suffit? Voilà. Et puis j'ai aussi, bien sûr, la clé d'entrée avec les cabinets ou surtout avec les cabinets, peut-être moins avec les entreprises, c'est le CV. Et j'ai l'impression qu'ils ont du mal à transposer les expériences avec les missions potentielles. Voilà. Donc, un petit laïus aussi sur la clé d'entrée auprès des cabinets. Alors, la clé d'entrée auprès des cabinets, il ne faut surtout pas la limiter à une vidéo initiale qu'on fait au tout début de sa relation avec le MT. Elle est importante parce que c'est le premier contact avec l'entreprise de management de transition et là, il faut vraiment l'impacter. Mais après, il faut multiplier les contacts et peut-être que Joseph va nous dire comment il fait, mais je vous en donnerai quelques idées aussi, mais multiplier les contacts, surtout quand on veut multiplier ces relations avec un grand nombre d'entreprises de management de transition, il arrive un moment où il y en a plus de 100, vous le savez, des entreprises de management de transition. Donc, si vous entreprenez de contacter une grande majorité,
il faut, sur les premières, revenir de façon habile et comment dire, et soft pour se rappeler à leur bon souvenir. Et là, je voudrais rappeler aussi un sujet qui est présent dans le site du Cercle et qui est super, je trouve. C'est ce que fait une personne qui s'appelle Naïm, c'est une femme, j'ai oublié son prénom. Et bref, qui est dans la communication et le marketing, et vous allez voir que elle a trouvé une façon de marquer les esprits des entreprises de management de transition qu'elle a visitées au tout début, et ce, sans les revoir forcément, et sans leur envoyer des textos ou des SMS tous les 15 jours. Bref, elle s'est créée sa propre newsletter, c'est Claire Naïm, voilà. Et sa propre newsletter, elle est spécialiste marketing et RSE. Bon, et c'est tout bête, hein, elle a dû bosser un bon moment, quelques heures sur la maquette de sa newsletter. Elle se reprend des articles intéressants sur le marketing et sur la RSE. Elle reprend ça au sein de sa newsletter. Elle met quelques lignes, elle met un lien pour en savoir plus, elle met une photo à chaque article. Et bref, elle envoie ça tous les mois ou tous les 2 mois à ses clients prospects et aux entreprises de management de transition et aux contacts qu'elle a dans ses cabinets. Et immanquablement, elle est l'une des seules à faire ça, hein. Immanquablement, elle est perçue désormais j'ai discuté avec elle, elle est perçue désormais dans ses cabinets comme la spécialiste marketing et RSE. Alors qu'elle n'est pas plus spécialiste qu'une autre directrice de marketing. Mais elle a trouvé un moyen d'impacter, et ben, il faut faire la même chose. Je trouve voilà, ça c'est une idée, je trouve soft et habile de se souvenir de se rappeler au bon souvenir avec elle. Joseph, comment fait Joseph? Oui, c'est une très bonne idée. J'ai fait, pas avec un newsletter, je fais un petit peu différent parce que, par exemple, là, j'arrive en fin de mission. Ce que j'ai fait, déjà, j'ai 2 CV. J'ai une mini CV qui, sur une page, résume tout ce que je sais faire avec mes compétences, dans quel marché j'ai travaillé, hein. Donc, c'est vraiment très résumé, très factuel, que j'utilise à envoyer dans mes premiers contacts avec de nouvelles personnes. Ça, c'est la première chose. Deuxième, j'ai un CV manager transition qui est très, très, très long. En fait, c'est un CV classique, mais complété avec des réalisations, ça s'appelle. Donc, en réalisation, c'est une mission que j'ai faite. J'ai décrit sur une page le contexte, le moyen que j'ai mis en place et les résultats que j'ai obtenus. Et chaque fin de mission, en fait, je mets à jour cette liste de réalisations et je me permets d'envoyer une petite mail récap dernière mission à mes contacts actuels chez les EMT. Par exemple, là, j'ai fait partir un petit mail. Je dis, bon, écoute, cher André, je termine l'émission d'ici dans quelques semaines. Je me permets de te contacter et de te mettre à jour de ma disponibilité. Et je te résume en 3 mots mes dernières 2 missions. Voilà. Ce n'est pas un newsletter, mais je reviens chaque fois sur des réalisations que j'ai fait dans mon métier. Okay. Donc ça, c'est une technique. Voilà. Alors moi, je vais être le contre-exemple du contre-exemple de tout ce qui se dit, parce que j'ai jamais essayé de rencontrer les cabinets. Par contre, je m'inscris sur dès que je vois un nouveau cabinet, j'envoie mon CV. Ouais. Et après, j'ai essayé de me rendre ultra visible sur LinkedIn. Et là, il faut travailler un peu son profil parce qu'il faut qu'il attire et comme m'a dit quelqu'un qui m'a aidé, là, il faut devenir un peu l'urgentiste et inverser la tendance. Et c'est plus moi qui vais chercher les clients, c'est eux qui viennent me chercher. Ouais. Par contre, je n'ai jamais fait de la prospection directe d'entreprise. Je suis un très mauvais commercial. Ouais. Donc, j'ai sous-traité ma prospection aux EMT. C'est bien. Et juste un petit mot sur le TJM. Il y a des gens qui me disent que j'ai un TJM trop bas, sauf que moi, je bosse pratiquement 12 mois par an. Et que ceux qui me disent ça, parfois, ils bossent que 6 mois. Là. Donc, je pense que si on fait le calcul sur une année, on gagne largement plus que quoi. Mais ça, c'est un choix, oui. Chacun se positionne personnellement, quoi. Voilà. Michel, je peux vous demander justement
comment vous avez pu développer justement votre visibilité sur LinkedIn? Vous l'avez fait tout seul? Vous avez des compétences en marketing ou est-ce que vous Non, êtes aidé? Comment ça... non, au tout début, je me suis fait aider. D'accord. Mais très succinctement, quoi. La personne m'a expliqué ce qu'il fallait que je fasse, ce qui était important dans LinkedIn, là. Après, LinkedIn, c'est très complexe parce que Algorithme. Leur algorithme, il change tout le temps, quoi. Donc, un coup, c'est les vidéos qui sont bonnes, un coup, c'est les articles, un coup, c'est les posts. François, sauf si je me trompe, sur le site, il y a 2 profils qui proposent de l'aide avec une création de profil LinkedIn qui n'est pas très cher, si je me trompe. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est une personne qui est intervenue il y a quelques mois là, au cours d'un webinaire et dont certains ont profité juste après et elle est très, très bien. Ouais. Okay. Ouais. Donc, moi, je me suis fait aider par quelqu'un qui s'appelle Pascal Faucon. Ah bah, Faucon comme l'oiseau de proie, là. Oui. Et qui n'est pas très cher non plus, là. Il fait ça avec son fils maintenant. Ouais. Alors lui, c'est un spécialiste de la prospection. Du profil LinkedIn peut-être aussi, oui, tu as raison, il est pas mal sur LinkedIn. Mais de la prospection, ensuite, il a toute une batterie d'activités, d'actions pour prospecter. C'est lui qui le organise but, des webinaires. Prospecter, c'est être visible et attirer les clients. Hein, donc, ça revient au même. Hein. Tout à fait. Oui. C'est lui qui organise les webinaires, c'est ça? Il organise des webinaires, oui, avec une plateforme, j'ai le nom en tête, là, mais sinon, sur le site du cercle, en effet, il y a une personne dont je n'ai plus le nom en tête là, qui fait ça très bien. Et... Pareil pour les CV, je crois. Hein. C'était un service aussi pour double-checker ton CV et l'optimiser. C'est d'autres personnes qui font ça, mais oui. OK. D'autres remarques sur d'autres sujets? Le dernier point, là, c'est là où je suis aussi le contre-exemple, c'est que souvent on dit qu'il faut avoir une spécialité. Moi, je me suis forcé de rester assez généraliste. Ouais. Et on dit que je suis le couteau suisse, c'est pas moi qui le dis. Hein. Je suis le couteau suisse du management de transition, donc j'ai fait des missions de toutes sortes et dans des secteurs que je connaissais absolument pas. Alors, alors, je me permets de rebondir, Michel. Bien sûr. Je voulais te dire, parce que je trouve ça super enrichissant. Enfin, c'est top de pouvoir passer d'un secteur à un autre. Moi, je sais que je suis estampillée entreprise de services, banque et nouvelles technologies. Au fond de mon cœur, si je pouvais toucher à de l'industrie, j'aimerais, juste pour la diversité. Mais comment est-ce que vous avez cette pluralité en fait de missions en termes de secteur également? Comment avez-vous pu passer d'un secteur à un autre si ça a été le cas? Hein? Non, mais j'ai fait un travail sur moi-même. Parce que, alors, moi j'ai fait 25 ans de maintenance multitechnique. Et au début, quand je rencontrais les cabinets, ils me disaient on va vous essayer de vous trouver des missions de directeur maintenance. Et honnêtement, ça m'agaçait profondément parce que je trouvais ça très réducteur. Donc, j'ai fait un travail sur moi-même en disant c'est jamais moi qui étais réparer la chaudière ou l'escalator ou l'ascenseur. Là, je sais manager des équipes opérationnelles, je sais gérer des centres de profit, je sais gérer des réorganisations, des fusions, mais peu importe le secteur. Après, c'est vrai que je n'irai pas dans un truc pour vendre des chaussettes ou peut-être pas à la banque, mais D'accord. Mais j'étais dans le nucléaire où j'avais jamais mis les pieds. L'eau, je ne connaissais absolument pas. Les aéroports, j'ai fait du tri-bagages dans les aéroports. Non, j'ai fait des tas de choses. Et c'est ça que je trouve passionnant dans ce métier. Et quel argument vous avancez justement pour rendre… J'avance plus, moi, on vient me chercher. Ah, ok. En fait, il faut trouver un partenariat avec Michel Balland. Il faut que ton profil LinkedIn renvoie sur celui de Christelle et inversement. Enfin, oui, c'est ça. Il y a un truc à trouver. On peut m'appeler sans problème. Hein, s'il y en a qui veulent une consultation gratuite. Après, je ne suis pas… Ça a marché. Bon, je suis bien content pour moi. Est-ce que je vais être un bon professeur? Je ne sais pas. Ça me rassure ce que tu dis, Michel, parce que moi, j'avais l'impression que justement, le fait de… Moi, par exemple, j'ai travaillé plutôt dans une entreprise longtemps.
Je n'ai pas accumulé les missions. Et du coup, j'ai l'impression que les cabinets de management ont du mal à me positionner sur autre chose. D'ailleurs, mes premiers CV que j'ai envoyés, on dit « Ah oui, mais vous avez travaillé dans la mode. Donc, c'est vrai que nous, on travaille avec la banque ou avec l'industrie. » Donc, du coup, ils ne projettent pas ce que je peux… Et c'est plutôt le contraire, moi, qui se passe. C'est que j'aimerais travailler dans d'autres univers. Et heureusement qu'entre-temps, je suis consultante et que je travaille pour des startups, pour de la medtech, pour autre chose, pour me persuader et finalement me rendre compte que oui, je peux travailler dans d'autres univers que ceux dans lesquels j'ai déjà travaillé. Mais je ne suis pas sûre que les cabinets de transition fassent la même réflexion, quoi. Et un argument que j'utilise, c'est que je pense qu'un œil neuf va avoir beaucoup plus de choses que celui qui est totalement habitué Tout à fait. au secteur où il va. Tout à fait. Hum. On utilise la plasticité cérébrale du cerveau. Mais est-ce que le responsable du compte dans l'entreprise de management de transition fait ce… Et voilà, je pense qu'avant tout, on est d'abord un CV. C'est pour ça que je demandais avant, comment est-ce qu'on peut vraiment leur permettre d'aller voir au-delà du CV? C'est ce que vous disiez justement. Le premier rendez-vous est important et il faut y aller, quoi. Il ne faut pas se cantonner à une visio. Et encore, j'ai eu de la chance pour certains d'avoir une visio. Pour d'autres, ça a été qu'un appel. Hein. D'accord. Alors, si je peux apporter également mon expérience. Alors, j'étais avec Valtus. Hein. Tous les contacts que j'ai eus avec Valtus et les missions qu'ils m'ont proposées, ils étaient plutôt bienveillants dans le fait, justement, de me faire passer d'un secteur d'activité à un autre. Hein. Leur discours, c'était vraiment de me dire ah oui, bon, moi, c'est de la pharmacie. Dernière mission, c'était dans le BTP. Et là, vous me proposez l'assurance. Ils m'ont dit, mais c'est exactement les mêmes méthodes, hein, vous savez faire. Et ils sont plutôt dans la mise en confiance et de dire, mais vous allez y arriver. Il n'y a aucun souci pour passer du BTP à l'assurance. Bon, alors, je suis dans la transformation, je ne suis pas DAP, enfin, j'imagine que c'est vrai pour tous les métiers. Et ils sont plutôt à dire qu'au vu de nos expériences, de nos méthodologies, de nos boîtes à outils, les uns et les autres, il n'y a aucun souci pour passer d'un secteur à un autre. Hein. Et je pense que les EMT qui répondent encore, ah bon, vous êtes dans le luxe je ne sais plus quel est l'exemple précis de Victoria, mais vous êtes dans le luxe et on cherche quelqu'un pour, je ne sais pas, moi, le BTP. Je pense que c'est aussi à nous de les ringardiser un peu, ces gens-là. Je veux dire, ah bon, du style, il faudrait leur répondre, ah bon, mais vous êtes encore comme ça, vous? Il y a plein d'autres EMT qui ne tiennent plus compte de ça et la vie avance comme ça maintenant, cher monsieur. Voilà, c'est aussi à nous de les ringardiser un petit peu. Et moi, c'était déjà à moi de me donner cette assurance-là. Oui, et peut-être avoir fait des missions dans d'autres boîtes maintenant, mais ça venait de moi. Alors, effectivement, absolument. Je le ferai maintenant, parce que maintenant, effectivement… Est-ce qu'il y a d'autres questions sur notamment l'appréhension à prospecter les entreprises en direct? Parce que c'est un vrai sujet dont on me parle beaucoup, moi, quand j'ai les managers de transition en ligne. Est-ce que c'est un sujet que vous voulez qu'on aborde là aussi ou pas? Ah oui, moi, je veux bien. Oui, moi aussi. Il est 40, on va se donner encore 10 minutes et on va clôturer dans la foulée, mais… on peut aller jusque… Oui, parce que le management de transition n'est pas connu par tous. Autant quand on va voir un cabinet, il connaît le métier. Comment on prospecte une entreprise et dans quel cadre on peut lui proposer plutôt… Moi, par exemple, je suis consultante. Qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir proposer plutôt une mission de manager de transition plutôt qu'une mission de consultante? C'est en expliquant ce qu'est le management de transition, parce que on a une chance, entre guillemets, c'est que beaucoup d'entreprises ignorent encore ce qu'est le management de transition. Donc, et en leur parlant management de transition, en disant ce que c'est par rapport au consulting, est-ce que ça apporte en plus? OK, ça apporte 15 jours d'analyse et puis surtout, derrière, ça apporte la mise en œuvre avec les équipes. Et bref, pouvoir expliquer ça et apprendre à 90% des entreprises que l'on contacte ce que c'est, et vraiment ça intéresse, vous en rendrez compte. C'est une bonne façon de pénétrer, de parler management de transition, et après les questions mécaniquement reviendront à vous. Et ah bon, et vous, alors, du coup, qu'est-ce que vous faites dans ce métier-là et vous êtes spécialisé dans quoi? Enfin voilà, on a la chance d'être sur un marché encore à
à défricher, quoi. Une petite question peut-être. Allez, oui. Alors là, c'est vrai que c'est une superbe initiative, le cercle, Merci. dans le sens où je sens qu'il y a une volonté de nous rapprocher, Oui. qu'on puisse travailler ensemble. Mais cette visibilité-là, j'aimerais bien en fait savoir qui arrive à imaginer comment on peut approcher un client, une entreprise de management de transition, je ne sais pas, pour peut-être décrocher vraiment des missions, parce que j'ai du mal à me projeter dans cet après, en fait. Je n'ai pas bien compris la question, pardon. Bah, ma question est de savoir, quand on est effectivement indépendant, oui. Aujourd'hui, dans le secteur, comment en fait on peut coopérer voilà, à plusieurs? Là, on est certes dans des fonctions peut-être différentes oui. ou similaires. Oui. Quelle est votre vision en fait de la coopération entre managers de transition? S'il y en a une, hein. Non, c'est une très bonne question. Moi, là, déjà, quelqu'un en parlait tout à l'heure, mais je trouve qu'une très bonne façon de coopérer, c'est de prospecter le marché direct, prospecter directement les entreprises à plusieurs. Se mettre à 2, à 3, ou d'un même secteur d'activité, la banque par exemple pour ce qui vous concerne, ou se grouper à 3 dans les mêmes fonctions, 3 DRH, 3 directeurs marketing qui sont d'univers différents, et partir via visio et téléphone, mais peut-être physiquement encore, parce que je vous en parlerai, mais les rendez-vous et le porte-à-porte fonctionnent encore. Mais partir chacun de son côté à 3 à prospecter, se voir une fois par semaine, échanger, les difficultés rencontrées, les bons tuyaux trouvés, telle fonction, hop, il y a un besoin là, toi ça peut t'intéresser, moi pas. Déjà se grouper à 2 ou 3 pour prospecter, je trouve que c'est hyper motivant et ça désinhibe complètement peut-être pas, mais ça casse des barrières, quoi, déjà. Et ça permet de se motiver. Oui, bonjour tout le monde, bonjour François. Juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, j'ai rencontré effectivement, je ne travaille pas du tout dans ce domaine-là, mais un collectif qui s'appelle le collectif des DRH de transition. Oui. En fait, c'est exactement ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire qu'ils organisent de la communication, ils partagent, ils sont 6 ou 7. Ouais. Et quand on a l'impression, quand on les regarde, quand on voit ce qu'ils font, ce qu'ils proposent, on a l'impression qu'ils sont très nombreux finalement. Ouais. Et ils multiplient les posts, ils proposent des webinaires, ils font un certain nombre d'activités de communication. Ouais. Et quand il y a un post ou une proposition qui arrive pour l'un, directement, si cette personne est prise, il peut proposer le poste à l'un de ses camarades du collectif. Donc, il y a effectivement cette force qui a l'air de bien fonctionner. En tout cas, moi, les Ouais. personnes avec qui j'ai pu converser avaient l'air d'être très contentes de cette approche. Et effectivement, je réfléchis pour mon cas, donc plus sur les problématiques de transformation digitale, marketing, à éventuellement monter ce genre de système-là. C'est Et une bonne puis idée. j'avais une deuxième question, c'est par rapport, on m'a beaucoup parlé des réseaux Oudino, réseau d'Aubigny, je ne sais pas si les uns les autres, vous les connaissez, vous les pratiquez, Oui. est-ce que vous en pensez, tout simplement? Oui, tout à fait. Ben, il y a des membres du réseau Dino dont je fais partie aussi, donc d'ailleurs autour de la table, là, je vois, et qui vont s'exprimer. Mais sur la première remarque, qui est celle de DRH de transition, c'est une super initiative réalisée par des personnes que quelques-uns d'entre nous connaissons, hein. Et c'est vrai que c'est une façon de se regrouper, de prospecter ensemble, à 7 en l'occurrence, là, de mémoire. Et en plus, ils ont rajouté, ils se sont créés un compte LinkedIn, enfin, ils se bougent à côté de leur, toujours sur le management de transition, mais ils se bougent, ils sont allés beaucoup plus loin que d'autres qui se groupent et prospectent ensemble, et c'est une super initiative, oui, tout à fait. Et en Oui, effet, pour ça mériterait compléter. d'être dupliqué sur d'autres fonctions, je trouve. Mais qui sait, j'ai pas compris. Quel est ce groupe? DRH de transition, vous regardez sur LinkedIn, D'accord. ils ont leur compte LinkedIn. Et c'est un groupe de 6-7 personnes, Olivier Libéria. Et Carole aussi. Oui.
Daniel. Sur Moi, le je réseau voulais Dino, compléter, pardon? en complément de ce que vous dites, François, moi, je suis complètement à fond là-dedans sur le principe Oui, de se regrouper. Alors, oui, déjà, le fait qu'on soit dans le cercle, forcément, c'est une manière de nous regrouper. Hein, cette oui, discussion sans ça, c'est typique. Et puis, c'est très libre, tout en étant relativement confidentiel entre nous. oui. Pour moi, c'est vraiment important de ne pas rester isolé. Comme disait Victoria, moi, je suis dans MTGSO, donc manager de transition Grand Sud-Ouest. On a un petit Exact. cercle. Ouais. Voilà, on est assez proche aussi des DRH de transition qui sont très expérimentés, un petit groupe que je trouve ultra présent, très pro dans le management de transition spécialisé DRH. Après, c'est des gens très expérimentés qui n'ont pas hésité depuis 10 ans, certains à faire le tour de France, hein, de mission en mission. Mais pour revenir sur le point, par exemple, si on est consultant, comment on fait pour argumenter quand on est pour être manager de transition et pour toujours valoriser ce qu'on a su faire et ce qu'on a fait. Je pense que se regrouper, en effet, est essentiel. Alors, bien sûr, hein, il faut des règles de bienveillance, de confidentialité, etc. Mais il y a un isolement, sinon, et en particulier en intermission. Et François, ce que vous faites à travers le cercle, justement, rompt l'isolement, mais bon, après, à titre individuel, les histoires sont particulières. Et c'est très important de se regrouper. Enfin, moi, je pense, Tout à fait. surtout en démarrage, en Oui, effet. absolument, absolument. J'ai une question là, Merci de peut-être. témoigner. Et pardon, Céline, mais il faut que je revienne vers la personne qui m'a appelé il y a quelques semaines chez vous, à la fin de MTGSO, pour organiser un webinaire ensemble et faire un focus sur cette initiative sur la région, sur le Grand Sud-Ouest. Là. Ouais. Ok, c'est Christophe, je pense. Ouais, je lui en reparlerai également. On doit faire ça avec vous. J'ai coupé la parole à Jean-Philippe, c'est ça, un Grelet? Oui, j'avais une question là, un peu peut-être différente là. Est-ce que je vous la pose à vous tous? Est-ce que vous pensez que le management de transition est plus adapté à certaines professions? Pourquoi je pose cette question? Parce que je vois quand même que dans la grande majorité, il y a des missions de DAF, de DRH, de RRH qui sont proposées. Oui. Et très très peu d'autres missions qui s'adressent à, par exemple, à de la direction commerciale. Hein, je prêche pour ma paroisse là, mais voilà. Direction export, direction internationale, très très peu. Est-ce que, donc je rebondis sur ma première question, est-ce que ces jobs-là hein, ne seraient pas parfaitement adaptés au management de transition? Qui veut répondre à ça? J'ai mon idée, mais allez-y. Hein. C'est vrai que les champions du monde en management de transition sont la partie DRH, DAF, DSI. J'en oublie un. Bref, et la partie commerciale, comme le marketing d'ailleurs, sont des fonctions sur lesquelles on a beaucoup moins proportionnellement de missions. Il y a Ronald qui veut intervenir. Ouais. Et bonsoir à tous. Je suis un petit peu le petit nouveau dans le cercle. Donc en fait, pour les parties, en fait, tout ce qui est, je rejoins un petit peu ce que vous avez un petit peu échangé tous et toutes. Le souci, en fait, pour les parties dites de management de transition en middle management, mais en DRH, c'est souvent, il faut regarder un tout petit peu aussi derrière l'annonce qui est faite aussi, parce que c'est souvent du middle management en faisant croire que c'est de la direction des ressources humaines. Voilà. Je voudrais rejoindre. Moi, je voulais vous poser quand même une question, parce que je suis aussi côté de la Belgique. Et en fait, nous, souvent, dans les managements de transition, on a le problème, parce que je m'occupe, je fais un petit peu l'international aussi. On a des soucis, nous, dans les managements de transition pour les internationaux. Et comment on peut agir, nous,
management de transition sur les parties internationales, parce on doit souvent se remédier souvent dans des pays auxquels ils ne connaissent pas nécessairement le management de transition, auxquels ils pensent à d'autres aspects que eux ont, et puis quand il faut passer au TJM en rejoignant un tout petit peu avec les liaisons de ce qui se passe au niveau de leur expérience à eux et de leur système à eux, c'est souvent le principe qu'on doit adapter. Alors, je vais aussi rejoindre certaines questions qui ont été dites et justement pour remédier aussi au contact des entreprises. Et moi-même, j'en fais l'expérience puisque j'ai signé en fait déjà un compromis avec le management de transition, mais dans des gros secteurs. C'est-à-dire qu'il faut remédier aussi à un réseau. Le réseau, c'est le réseau des entreprises qui appartiennent à quoi? Aux chambres de commerce. Et essayer de contacter aussi les chambres de commerce. Et ça va permettre aussi d'augmenter un petit peu le réseautage. Ronald, oui. Par rapport au réseau des chambres de commerce, Oui. c'est pour évangéliser, vous pensez? Oui, ça fonctionne très bien parce que je viens de signer, moi, un compromis pour le management de transition. Et justement, on va avoir un rapport entre les entreprises au point de vue international, justement le rapprochement. Nous, en Belgique, ce que nous avons comme gros souci à l'heure actuelle, et on n'a pas de direction nécessaire au point de vue des entreprises à l'heure actuelle. On n'a plus de direction, on n'a plus rien. On est vraiment dans un nœud le plus total. Et on me fait appel souvent pour essayer de mettre le management de transition côté de la Belgique. Malheureusement, côté de la Belgique, pour exprimer un tout petit peu plus, on a souvent transformé le management de transition, comme appelé chez nous l'interim management, par des profils de middle management. Et c'est souvent ce qui se passe et qui fait vraiment une approche par rapport aux EMT parfois, où entre guillemets, ils recopient un peu ce que nous faisons et ils mettent une transformation en middle management. OK. Merci à vous de m'avoir écouté. J'espère ne pas avoir pris trop de votre temps. Non, merci Ronald pour ce témoignage. C'est vrai que les chambres de commerce sont les MEDEF, les directions territoriales des MEDEF et d'autres structures nationales implantées en région sont à rencontrer parce que source de contacts et de réseautage. Pour revenir simplement rapidement sur la remarque de Jean-Philippe Brelet sur la partie commerciale. Pourquoi, de mon point de vue, il y a proportionnellement moins de missions en direction commerciale, par exemple, c'est que les entreprises considèrent qu'en l'absence d'un directeur commercial, elles considèrent souvent qu'il faut bien connaître l'entreprise pour bien connaître les produits et bien diriger une équipe commerciale. Du coup, elles en cas d'absence, elles font supporter la direction commerciale par un commercial senior. Voilà. Ça, c'est une première chose. Et puis, la seconde aussi, c'est valable aussi pour le marketing. Les gros cabinets prospectent les grandes entreprises, souvent, principalement sur les fonctions qu'on a citées tout à l'heure, DSI, DAF, RH, direction générale. Et oublie ou néglige la partie commerciale, la partie marketing, la partie communication qui ne sont pas mises en avant par ces grands cabinets. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les cabinets spécialisés en marketing, en com ou en commercial, eux performent, eux trouvent des missions parce qu'ils ne sont focusés que sur leur propre sujet. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur cela? On va devoir terminer d'ici 5 minutes. J'ai encore quelques slides à vous montrer, mais allez-y, encore une ou deux questions sur tout ce qu'on vient de dire. J'aurais une question sur un autre sujet justement qu'on n'a pas abordé, qui est pour les primo-accédants essentiellement, puisqu'on a une posture différente à avoir en entreprise sur un délai très court. Est-ce qu'il y a des ateliers pour nous accompagner sur des débuts de mission, notamment sur
comment réussir sa mission en termes de timing, en termes de détection des objectifs, etc., etc. Des audits aussi, parce que j'étais amenée à faire un audit et ce n'était pas mon métier. Et pour autant, c'était à moi de détecter la complexité. Alors, j'ai réussi à le faire, hein, mais j'ai créé mes propres outils. Enfin bref, j'ai perdu beaucoup de temps parce que finalement, je pense qu'il y a peut-être des outils qui existaient et voilà, des boîtes à outils qu'on est obligé de créer nous-mêmes, alors que tout ça, c'est un peu de temps perdu. On devrait mutualiser, voilà. Et je crois savoir qu'il y a des EMT qui font des ateliers, mais il faut déjà être en mission avec eux ou des sociétés de portage. Et pareil, il faut déjà avoir acté avec eux. Or, mon idée, c'est de trouver des ateliers indépendants, enfin, ou des choses auxquelles on peut accéder. D'accord. J'ignorais que des EMT avaient mis en place des ateliers, mais… Ah, enfin, si, manager en mission, par exemple. Ça. OK. Mais à part eux, qui d'autre, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des… Société de portage aussi, ils me disaient, bah, tiens, si vous êtes chez nous, on a un service, on peut vous accompagner, on fait une demi-journée où on vous donne un peu des tuyaux et les bonnes questions à poser en début de mission pour bien cadrer la mission, etc. etc. Ouais, Moi, j'ai vu qu'il existait une formation aussi. Il y a manager en mission, mais il y a un autre, j'ai mangé le nom, mais qui propose une formation, mais assez, enfin, à plus de 5 000 €, je crois, la formation. Ouais, c'est l'IFMT, Institut de formation au management de transition. Absolument. Ça, ah, oui. Exactement. Ouais. Et puis il y a aussi Audencia avec Cara qui, sur Nantes, propose également une formation 3 ou 4 fois par an, là, quelques journées. Voilà. Et sinon, pour info, comme c'est un sujet qui revient assez régulièrement, je vais lancer dans quelques semaines un module pas de formation, mais d'accompagnement, justement des primo-accédants pour mieux connaître, mieux pénétrer ce marché et découvrir cet écosystème assez vite, quoi, pour être opérationnel rapidement. Donc, je vais lancer ça normalement avant l'été, mais… Très bonne idée. Je préviendrai. D'accord. Ça devrait. Bon, je serai cliente alors. OK. Juste pour rebondir sur la partie IFMT, leur formation manager transition, en effet, c'est un invest, 5 000 €. Je viens de le faire et c'est très bien. Ouais. Ça te donne tous les outils que tu cherches et que tu mentionnais tout à l'heure. Joseph, est-ce que tu acceptes de partager? Si tu me rembourses les frais d'invest, oui, peut-être. Ah oui, c'est laquelle, Joseph, que tu as faite? Je n'ai pas compris. En fait, c'est l'IFMT. IFMT, c'est un organisme de formation qui est mis en place par France Transition. France Transition, c'est la fédération. Et c'est une formation qui prend quelques semaines, qui coûte en effet, j'ai plus le montant exact en tête, mais à peu près 5 000 €, comme c'est dit tout à l'heure. Il y a plusieurs modules avec des intervenants très, 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 très bon niveau. Deuxième avantage, c'est on travaille avec un groupe d'à peu près 20 personnes. Oui. Et on se crée notre propre petite réseau aussi avec des managers divers. Hein, donc, c'est un groupe mélangé, DRH, DAF, de direction opérationnelle, on a tout, hein, DSI, etc. Mais c'est très, très, très bon. Et si vous avez le moyen, je peux juste vous conseiller d'investir dans ce genre de formation parce que ça vous donne tout de suite les outils que vous avez besoin pour bien démarrer et bien réussir en mission. Moi, je viens de le faire. Hein, néanmoins, le fait que ça fait déjà presque 10 ans que je travaille comme manager de transition. Mais ça m'a confirmé quand même sur certaines démarches et ça m'a appris aussi pas mal de choses. OK, merci. Il y a des gens qui sont à Pôle emploi, c'est finançable par Pôle emploi. Absolument, oui. Bonne remarque, oui. OK. Allez, une dernière question, une dernière remarque et après je conclus. Je pense que François voulait prendre la parole. Oui, juste pour répondre à Séverine, Valtus m'avait proposé un petit kit de diagnostic au départ. Bon, alors, c'est des choses qui sont assez simples. Hein. Généralement, c'est un SWOT. Hein. Voilà, c'est des outils basiques pour faire le diagnostic. Un SWOT général, un SWOT sur tous les aspects. Alors après, spécifiques sur les aspects RH, sur les processus, sur les systèmes d'information. On en déduit un plan d'action, une feuille de route et on liste un certain nombre de facteurs clés de succès. Et généralement, ça leur allait bien. Enfin, voilà, c'est des outils voilà, que tout le monde connaît.
mais voilà, qui rassure un peu tout le monde, et le MT et le client. Sympa, merci pour le témoignage. Séverine veut reprendre la parole? Avec la main levée, non? Non, je l'avais levé tout à l'heure. Ah, d'accord. C'était pour ça. OK, une dernière observation. Alors. On conclut là? Oui. Allez, je vais vous montrer simplement, puisque je vous ai sous la main, quelques petits rappels sur, voilà, je sélectionne, sur ce qu'il ne faut pas oublier de faire quand on vient d'arriver sur le cercle ou quand on est primo-accédant. Je vais vous le mettre d'ailleurs dans le chat. Attendez, je vais le mettre directement dans le chat. Je vais arrêter le profil. Comme ça, dans le chat, vous aurez les liens en plus. Si je ne me trompe pas. Tac, 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 tac. Exact, ça a marché. Donc, dans le chat, vous voyez que n'hésitez pas à compléter votre profil de façon exhaustive pour être visible. Ça, sur le site du Cercle. Participer à une réunion d'information, c'est tous les lundis à 13 h pour ceux qui veulent découvrir plus en profondeur les services. Suivez l'actualité des cercles, vous avez le lien dans le chat pour suivre le profil LinkedIn, la page LinkedIn pardon, du cercle, s'abonner à la newsletter. Pour ceux qui ont créé leur alerte sur les offres de mission, je vous rappelle que ça se réinitialise tous les 3 mois. Ça s'oublie, ça, et c'est pourtant indiqué, mais un jour, on perd le fil et on ne reçoit plus d'offres de mission. Et certains s'y habituent. Hop, non, il faut réinitialiser son alerte tous les 3 mois. Vous avez le lien pour le faire aussi dans le chat. Rejoindre le groupe privé, le mercato des EMT, certains ne l'ont pas encore fait. Voilà, il y a des forums qui ont été mis en place il y a quelques semaines, 3 semaines, pour échanger. Allez-y, hein, c'est un peu difficile à initialiser tout ça, il faut de l'animation, mais allez-y, mettez des thématiques, des sujets, les autres vous répondront. Si vous avez créé un site internet, je vous rappelle que vous pouvez transmettre l'URL du site, on le met en ligne sur le site du Cercle. Et puis quand vous aurez un peu plus de bouteilles au Cercle et que vous serez satisfait des services, eh bien vous pourrez parrainer d'autres managers, d'autres transitions. Je reviens sur le partage d'écran parce que j'ai d'autres petites choses à vous montrer. Voilà 3 nouveautés sur le site du Cercle. Un petit bouton qui vous permet de publier vos offres de mission. Quand on prospecte, eh bien, on trouve quelquefois des missions, on en parlait tout à l'heure, qui ne vous concernent pas. Et plutôt que de ne pas s'y intéresser et de ne rien en faire, eh bien, vous avez un bouton qui vous permet désormais de publier une offre de mission. C'est ici. Vous avez les forums dont je parlais pour échanger, partager. Ça, c'est nouveau depuis 3 semaines. Investissez-les, s'il vous plaît. Et puis, vous avez une nouveauté qui va sortir la semaine prochaine, à la demande de certains d'entre vous, notamment pour ceux qui connaissent François Lefebvre, manager de transition commerciale d'ailleurs, qui enchaîne l'émission, pour info. Eh bien, hop, ça va venir à l'écran. C'est là. Un service d'assistanat privé. Vous êtes nombreux, plusieurs m'en ont parlé, mais quand on est en fin de mission et que sa fin de mission arrive dans 3 semaines, 2 semaines, 1 mois, c'est le moment de reprendre contact avec les cabinets de management de transition, mais on est à 120, 150%, on n'a pas le temps, etc. Bref, les services d'une assistante qui est assistante administrative et commerciale en plus, pour les conseils que vous lui donnerez, eh bien, prendre contact avec les EMT, remettre à jour vos profils sur les sites LinkedIn, sur les sites des EMT, prendre des rendez-vous pour vous en visio quand vous serez disponible dans 1 semaine et demie, 2 semaines, 3 semaines. Commencez à renvoyer des mails de votre part. Vous gagnerez facilement 2 semaines par rapport au fait, au cas où vous réinitialisez ces contacts vous-même une fois votre mission terminée. Donc, ça ne coûte pas grand-chose et ça peut rapporter gros, parce que si vous commencez une mission 1 semaine avant, on ne revient pas au TJM dont on parlait tout à l'heure, mais c'est très vite remboursé. Ce sera des packs pour info, hein, des packs de 10 heures de secrétariat pour 400 €. Voilà. 10 ou 15 heures, 400 ou 600 €. Et c'est vraiment une personne super qui est du sud-ouest là pour Séverine.
Allez, je passe à la… Voilà, vous avez à nouveau les services qui sont disponibles ici. C'est un petit rappel. Et je vous rappelle les 4 prochains rendez-vous du cercle. Je vais aussi vous les mettre dans le chat. Vous pouvez vous y inscrire. On en parlait, c'est jeudi prochain. Ce n'est pas un digital apéro, mais c'est un réel apéro avec Embarque. Et vous avez le lien qui n'est pas cliquable normalement. Vous me confirmez, hein, vous ne pouvez pas le cliquer à l'écran là, ce lien Eventbrite. Je ne pense pas, hein, donc je vais vous le mettre dans le chat. Vous avez un échange thématique qui est prévu le 5 juin sur la retraite, ce qui change pour nous, managers de transition. Vous avez un autre apéro digital le 19 juin sur retour de mission. Et là, on aura des témoignages de managers de transition qui reviennent de mission, qui témoigneront et qu'on pourra questionner. Et le 17 juillet, là, ce sera déterminé. Ce ne sera pas un sujet trop compliqué et à trop se prendre la tête à quelques jours des vacances. Mais voilà. Et d'autres rendez-vous s'intercaleront là. Je vous mets tout ça tout de suite dans le chat avec les liens pour vous inscrire à un ou plusieurs de ces événements. Vous l'avez donc dans le chat à disposition. Et si je termine en partageant l'écran à nouveau et en allant sur les derniers slides que j'ai préparés. Ah ben non, c'est terminé. Pardon, j'arrête. J'ai fini. Voilà les dernières news que je voulais vous donner. OK. Voilà. Grand merci à vous. Merci beaucoup, François. Merci pour cet échange. Oui, merci à beaucoup. tous les Evelyne, tu veux témoignages. prendre la parole ou tu dis au revoir là comme ça? Non, je disais au revoir. Merci, Ah, François. d'accord, ça va. Très bien. Au revoir. Écoutez, à bientôt et ravi d'avoir pu discuter avec vous un petit moment et d'avoir échangé. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir. Bonne Allez, au soirée. revoir. Salut.